Bonjour, tantôt dangereux colosse métallique, tantôt petit grippin mignon, le robot fait partie intégrante de l'imaginaire collectif depuis la moitié du XXe siècle. Il est visible partout, dans la science-fiction, dans l'industrie, sur ta table de chevet. Quel est le chanteur préféré des Bouchers? Charles Aznavour. Je le connais pas. Il se définit habituellement comme un appareil, une machine capable de manipuler des objets et d'exécuter des opérations humaines grâce à un programme donné. Et vous le savez peut-être si vous avez déjà vu Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais le terme robot vient du tchèque robota qui veut dire corvée, travail ou esclave. Le terme apparaît pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre intitulée Rosumovi Univerzalni Roboti, ça se prononce sûrement pas comme ça, un titre abrégé en RER, écrite par l'auteur tchèque Karel Čapek. Dans cette pièce de science-fiction, des robots à l'apparence humaine sont fabriqués par un ingénieur qui se dit que ce serait marrant si ces androïdes étaient un peu plus intelligents. Alors je vous spoil pas la fin, mais ça tourne mal. Mais la figure de l'automate, c'est-à-dire de la machine effectuant des actions toute seule, elle existe depuis bien avant. On peut trouver des concepts comme le pigeon volant d'Aritas de Tarente en 400, ou même le célèbre canard de Jacques de Vaucanson au XVIIIe siècle, qui pouvait boire, manger, cacter et même chier. Le futur. Et on peut avoir aussi des traces de crypto-robots humanoïdes dans des œuvres comme Le Magicien d'Oz, publié en 1900 aux États-Unis. Du coup, après cette petite intro, j'en viens au principe même de l'émission, en tout cas de cet épisode pilote, raconter quelques bonnes stories en vous narrant à chaque fois l'histoire d'un robot, son impact sur la pop culture, son origine, ses inspirations, qui est-il, quels sont ses réseaux. Et pour ce premier épisode, on va parler aujourd'hui d'un robot dont tout le monde se moquait dans les cours de récré, mais qui a quand même une histoire assez importante, en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo, car on dit souvent qu'il a été dans cette industrie du jeu vidéo le cheval de Troie pour conquérir les foyers américains, et il s'agit bien sûr de Rob le robot. Regardez comme il est adorable, il est trop mignon, regardez. Ah, adorable. Nous sommes le 15 juillet 1983. Après 1 an et 9 mois de travail, la Famicom, fameuse console rouge et blanche de Nintendo, débarque sur les étalages japonais. Au début, la console sort un peu dans l'indifférence générale, il n'y a pas de hype particulière, mais les ventes commencent néanmoins à décoller au début de l'automne 83 avec notamment la sortie de Mario Bros. Pas Super Mario Bros. Juste Mario Bros. Le bouche à oreille et la stratégie marketing de Nintendo portent peu à peu ses fruits et en à peine 11 mois, la console se vend à 1 million d'exemplaires. Et là, c'est l'effet boule de neige, en 1985, c'est 3,8 millions d'exemplaires vendus. Bref, chez Nintendo, ils sont comme des fous. À ce moment-là, les éditeurs tiers se mettent à genoux pour pouvoir sortir leurs cartouches sur ces consoles. Nintendo sort pas mal de thunes, ils sortent pas mal de jeux, ils sortent des flingues. Quoi ? Et oui, parce que dès 83, la firme japonaise imagine déjà de multiples accessoires à sa console de jeu, dont le célèbre Zapper, vendu notamment avec le bundle Duck Hunt. En fait, dès le lancement de la console, Nintendo se dit que sa Famicom aurait juste une durée de vie de 1 ou 2 ans. Dans une interview, Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo, explique en effet que s'ils arrivaient à prolonger la vie de la console jusqu'en 1985, ce serait déjà très bien. Nintendo se lance donc dans la conception de jouets, ou plutôt d'accessoires, pour entretenir l'intérêt de sa console. On a le Zapper, on a le Family Basics, on a plein d'autres, et puis bien sûr, on a Rob le robot qui débarque en 1985. Ça va toi ? Mais oui, bibi boubi bloup. Rob le robot a été créé et designé par Gunpei Yokoi, un ingénieur japonais employé chez Nintendo qui a profondément marqué l'industrie du jeu vidéo par ses inventions. En vrac, c'est lui qui a inventé le Game & Watch, le Game Boy et plein d'autres trucs. Selon Chris Kohler, auteur du livre Power Up: How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life, le style de ce jouet a été pensé pour être un mix entre R2D2 et E.T., un look un peu kawaii, mais quand même un peu cool. En juillet 1985 sortent Stack Up et Gyromite, deux jeux Famicom qui utilisent les fonctionnalités de Rob. Dans le premier jeu, le joueur dispose de 5 disques de couleurs et doit, à l'aide du robot, les mettre dans un certain ordre pour avancer. Dans le second, un scientifique doit progresser dans un laboratoire en désactivant des bombes. Chaque niveau a des tuyaux et le but de Rob est de déplacer des toupies sur des boutons pour ouvrir la voie. Et chaque emplacement, que ce soit les palets colorés pour Stack Up ou les toupies,
actionne des boutons de la deuxième manette. Je passe très vite sur les jeux parce que déjà ils sont pas dingues et puis parce que si vous avez regardé la vidéo du joueur du grenier sur les jeux en question, eh bien vous savez, comme moi, qu'ils ne sont pas fous. Mais en tout cas, Rob le robot est conçu pour être le deuxième joueur, celui qui prendra la deuxième manette, celle que personne ne veut. C'est votre mate, c'est votre poteau. D'ailleurs, le terme Rob signifie Robotic Operating Buddy, littéralement le pote opérateur robotique. Le principe c'est que vous ne contrôlez pas directement Rob, mais il s'agit en fait de flashs émis par la télé. Les flashs seront enregistrés et chaque commande lui fera exécuter une action. En fonction de la commande que vous lui indiquerez et donc du signal émis, il va par exemple lever ou baisser les bras, les rapprocher pour prendre un objet, pivoter, etc. etc. Attendez, sur le papier ça a l'air quand même complètement dingue. Un robot qu'on contrôle et qui joue avec nous. Ça a l'air absolument génial. J'ai tellement envie de voir ça. Vas-y Rob, montre-nous ce que tu sais faire. C'est nul! Bon ok, comme ça c'est ok. Les jeux sont nuls, le robot est pas ouf, mais c'est le futur. C'est le futur et peut-être, qui sait, un jour il y aura d'autres jeux qui vont sortir, d'autres jeux avec par exemple Rob et Mario qui feront des choses ensemble. Peut-être qu'un jour ce sera même le boss d'un jeu où on devra jouer contre lui. Oui ok, alors en termes d'expérience de jeu, Rob il est nul, on va pas se le cacher. Le principal reproche qu'on lui fait, et vous l'avez vu, sa lenteur incroyable. Et même à Nintendo of America, la première fois qu'on l'a vu, on a senti que c'était pas le jouet révolutionnaire qu'on nous vendait. Kyle Tilden, directrice du marketing Nintendo of America, dira même lorsqu'elle recevra les premiers modèles, c'était comme regarder l'herbe pousser. Mais bref, on s'en fout, c'est quand même un robot cool, et en plus il est considéré comme un ami. Et c'est sur ces arguments-là que Nintendo va s'appuyer pour sa conquête du marché occidental. Une conquête aux États-Unis, dans un contexte pas hyper favorable pour les jeux vidéo. On est à la fin des années 70 aux États-Unis. La folie du jeu vidéo s'empare des foyers, et à ce moment-là, la société Atari sort son Atari 2600, qui se vendra à plus de 30 millions d'unités dans le monde. Pour Atari, c'est le succès. En 1982, ils seront à plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bref, à ce moment-là, tout roule. Mais un an plus tard, c'est plus la même tisane. Le chiffre d'affaires de l'entreprise chute de 50% et elle connaît des lourdes pertes. Et alors vous allez me demander pourquoi, sans doute ? À cause des jeux de merde. Au début, le succès de quelques jeux comme Pong conforte Atari dans sa stratégie de proposer plus de contenu de toutes sortes. La croissance de l'industrie du jeu vidéo est exponentielle aux États-Unis et devant ce bon filon, beaucoup d'entreprises se disent qu'elles vont prendre le train en marche et développer des jeux pour se faire un max de thunes. Du coup, le marché a été inondé de jeux, trop de jeux, des jeux plagiés, des jeux porno, des jeux où il se passe rien et E.T., l'extraterrestre. Un titre qui est devenu le symbole du crack du jeu vidéo. Dès sa sortie en décembre 1982, E.T. rencontre un accueil plus ou moins mitigé. Les joueurs n'apprécient pas le gameplay, les critiques le trouvent exaspérant, il y a des bugs, etc. 4 millions de copies du jeu sont tirées, mais le jeu ne se vendra qu'à environ 1,5 million d'exemplaires. Au total, le jeu aura coûté 125 millions de dollars à Atari pour ne récupérer que 25 millions de revenus. Un échec commercial qui va plomber Atari et ses 536 millions de dollars de pertes à la fin de l'année 83. Atari fera d'ailleurs enterrer les invendus du jeu E.T. ainsi que plein d'autres titres dans une décharge au Nouveau-Mexique. Mais Atari n'est pas la seule entreprise à être dans la mouise, Mattel, Activision et bien d'autres sentent bien que le jeu vidéo est sur le déclin. Et les gens devant ces jeux en trop grande quantité se lassent, n'achètent plus, des entreprises font faillite, bref le jeu vidéo a une mauvaise image. Mais seulement aux États-Unis car ailleurs, ça va pas trop mal. On a toujours tendance à dire que l'Atari choc, c'est un choc mondial, que le jeu vidéo a failli mourir, c'est totalement faux. Le jeu vidéo domestique a certes connu une très très grave crise aux États-Unis, mais ça concernait absolument pas l'Europe et encore moins le Japon où tout allait très très bien. Bref, en 1985, les Américains ont encore en tête le fait qu'avoir des jeux vidéo à la maison, ça craint à mort. Du coup, Nintendo, pour s'implanter aux États-Unis, se dit que la meilleure stratégie serait d'avoir un cheval de Troie, et ce cheval de Troie,
c'est Rob. La Famicom, qui s'appellera en Occident la NES, pour Nintendo Entertainment System, ne sera pas vendue comme une console, mais comme un jouet. La NES est présentée pour la première fois aux États-Unis en juin 85 au Consumer Electronics Show à Chicago, un salon consacré aux nouvelles technologies. Nintendo sur son stand présente donc la console ainsi que le robot qui l'accompagne. Rob et la NES commencent à être commercialisés en octobre 1985 à New York pour tester un peu le marché américain. Nintendo choisit New York parce que c'est la plus grande ville des États-Unis, elle l'a choisi parce que c'est une ville très compétitive et parce que, comme disait Frank Sinatra dans sa chanson New York, New York, si je peux le faire ici, je peux le faire partout. Et effectivement, Nintendo va très vite aller partout. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. Cette vidéo, à la résolution absolument dégueulasse, est la toute première publicité américaine présentant la console de Nintendo. Elle est diffusée en 85 et nous montre le pack de luxe avec la console, le zapper et bien sûr, notre poteau Rob. Enfin non, à cette époque, il s'appelle pas Rob, il s'appelle Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. Et comme vous pouvez le constater, ce robot est délire. Mais regardez ces gamins en train de kiffer leur race avec lui. Regardez celui-là comme il est heureux. Et comme on peut le voir dans cette pub aussi, la particularité de celle-ci et de la stratégie marketing de Nintendo à cette époque, c'est qu'il n'est fait mention à aucun moment du terme jeu vidéo. On parle de Nintendo Entertainment System, donc un système pour se divertir, qui est présenté avec Rob et le zapper comme des jouets qui fonctionnent avec la télé. Nintendo joue d'abord sur Donkey Kong, sur Mario Bros, sur des jeux que les gens connaissent en arcade. Et ensuite, effectivement, ils mettent énormément l'accent sur le zapper et sur Rob avec cette fameuse console en pack multi qui présente différentes manières de jouer pour bien montrer que ce n'est pas juste une console de jeu, mais que c'est un ordinateur, c'est une machine à tout faire, que c'est un compagnon de jeu virtuel, enfin électronique. Bref, la stratégie fonctionne. Mais si Rob est effectivement le jouet qui a permis de faire connaître la NES aux États-Unis, au même moment, sortait un autre jeu qui fera peut-être un petit peu parler de lui également aussi, et qui s'appelle Super Mario. En gros, Rob a servi à implanter la console aux États-Unis, et Mario s'est assuré que les Américains allaient l'acheter. Finalement, Rob était le passeur, il a ouvert la voie à Mario, qui lui-même a ouvert la voie à Zelda, Samus, Kirby et autres dans nos contrées occidentales. Mais bon, il faut quand même relativiser et pas glorifier non plus à outrance ce petit robot qui, même s'il a été le cheval de Troie de Nintendo aux États-Unis, sans doute cette console aurait marché s'il n'avait pas été là. Est-ce que Nintendo n'aurait pas sorti la NES, du moins la Famicom version américaine, s'il n'y avait pas eu Rob le robot? Moi, je pense qu'il l'aurait sorti quand même. Je pense que le marché, en fait, au Japon était suffisamment déjà développé, suffisamment mûr, et on voyait bien que c'était un carton phénoménal pour se dire que si ça marche à ce point-là au Japon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Alors certes, il y a eu un antécédent qui a traumatisé, entre guillemets, les professionnels aux États-Unis, mais le problème, c'est juste de convaincre les professionnels, parce que les enfants, finalement, ils n'avaient plus rien pour jouer. Ils étaient retournés à leurs jouets, à leur G.I. Joe, quoi, entre guillemets, mais les jeux vidéo, il n'y avait plus rien, alors qu'en réalité, les progrès technologiques montraient que les jeux étaient de meilleur en meilleur et que ça s'améliorait de mois après mois. Donc, il n'y avait absolument aucune raison pour que le marché ne reprenne pas. À partir du moment où on arrivait quand même à convaincre un minimum les distributeurs américains qu'il fallait laisser une seconde chance. Disons que Rob a sans doute accéléré ou en tout cas facilité la résurrection de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis. Il a été le bon jouet, au bon endroit et au bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'en souvient encore. A l'instar du zapper de la NES, Rob est sans aucun doute un des accessoires Nintendo dont on se souvient le plus. Parce qu'il a bénéficié d'une campagne de publicité basée sur sa tronche, et parce qu'il est sans doute un des accessoires les plus esthétiquement marquants de la firme. Et si le robot n'a eu que 2 jeux, il aura quand même marqué les esprits, que ce soit les joueurs ou même Nintendo, la firme, qui régulièrement ne résiste pas à l'envie de nous glisser un petit clin d'œil par-ci par-là. Il fait quelques petits caméos dans certains jeux, on peut le voir par exemple ici dans Kirby Dream Lands 3, là en statue géante dans F-Zero GX, il est un mini-jeu dans WarioWare sur Game Boy et même un boss dans WarioWare Smooth Move sur Wii. Et consécration ultime, il devient même carrément un personnage jouable. C'est la classe.
Il est par exemple le dernier personnage à débloquer dans Mario Kart DS avec son bolide qui rappelle le jeu Stack Up, et il devient un personnage incontournable de Smash Bros, bien entendu à partir de l'épisode Wii, Super Smash Bros Brawl. Et en plus c'est un super perso sur Ultimate qui personnellement me procure beaucoup de plaisir, c'est mon main. Et qui de surcroît est joué par Zackray, 7ème meilleur joueur du monde en 2019 sur Smash Ultimate. Voilà tout l'héritage qu'a laissé cet accessoire historique de la pop culture. Il a été un jouet qui a marqué l'histoire de la firme en Occident et Nintendo lui rend hommage régulièrement en l'intégrant ici et là. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que les mecs, ils ont acheté Rob le robot, ils y ont joué 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça impressionne les copains. Et en réalité, ils se rendent compte qu'il y a des jeux qui sont tellement plus intéressants sans le robot, parce que le robot il ralentit, il est long à la détente, c'est assez laborieux quand même, mais il était tellement symbolique de cette époque, de cette envie de rêver des gamins dans les années 80, qu'il s'en est devenu une icône. Alors, Rob n'est peut-être pas le sauveur qui a empêché l'industrie du jeu vidéo de s'effondrer, mais il est plus qu'un jouet, qu'un accessoire ou qu'un buddy. C'est un symbole, le symbole d'une époque, celle de l'arrivée de la NES en Occident, le symbole de ce que deviendra le jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une première pour moi, donc que ce soit pour le montage, l'écriture, le rythme, c'était peut-être encore un peu balbutiant. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il faut que je modifie quelque chose, ce qui pourrait être amélioré en termes de technique, en termes d'écriture et tutti quanti, tu vois. Bref, si vous avez aimé ou si vous trouvez que cette vidéo était nulle à chier, dites-le... Non. Attends, si vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé et que vous voulez expliquer pourquoi, mais de manière constructive, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je serais vraiment très heureux de les lire et du coup de m'améliorer en fonction. Un grand merci à Florent Gorge d'avoir accepté de répondre à mes questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Non, ça a chier ça. Sur ce, à la prochaine. Salut.